Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Joël Castanet. Je travaille ici à la clinique Opus comme kinésithérapeute. Vous savez que la clinique Opus est dirigée par le docteur Leblanc et puis par le kinésithérapeute Glenn Norris. Donc moi je suis le deuxième kiné, numéro bis. Et donc c'est ma position. Donc pour vous résumer ce qu'est la kinésithérapie en Europe, c'est la même chose que la physiothérapie. Dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, en Allemagne, il y a des physiothérapeutes comme ici, et dans les pays qui sont plus latins, comme la France, puis l'Italie, il y a des kinésithérapeutes. Alors, pour faire de façon caricaturale la différence, pour que vous ayez une idée de ce que je fais, les kinésithérapeutes, on fait tout ce qu'on peut avec nos mains. On va donner des exercices, même chose que physiothérapeute, et on se servira de machines si besoin. Tandis que de façon caricaturale, encore, je le répète, le physiothérapeute se sert beaucoup de machines, donne des exercices, même chose, et puis se sert de ses mains. Donc ça revient au même. Dans le principe historique, pourquoi il y a cette différence? C'est culturel, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de blessés qu'il fallait réadapter. Et dans les pays anglo-saxons, les gens ne sont pas très forts sur se déshabiller puis être touchés. Tandis que dans les pays latins, comme la France, l'Italie, les gens sont à moitié nus. Alors ça les dérangeait pas de se faire masser. Donc vous voyez, la différence, elle est culturelle. Donc ça, c'est pour ce qui est de la présentation de kinésithérapie. Donc je remercie également le laboratoire AbbVie de nous donner un accès, de nous faciliter pour qu'on ait ces rendez-vous. Et donc nous allons commencer par évoquer ce qu'est le troisième souffle. Alors, pour ceux qui étaient là à la conférence précédente, il y a eu, si on peut dire, les deux premières parties, puis ce soir, c'est un peu la troisième partie. Glenn Maurice nous avait expliqué le côté physique et physiologique de la douleur chronique, en nous expliquant le point, je ne vais pas refaire la conférence, mais le point principal, que ce n'est pas forcément l'endroit où vous avez mal qui est la source du problème, mais que si des fois on traite l'endroit où vous avez mal, la douleur revient. Donc il avait expliqué ça de façon claire et nette. Puis notre amie Nadine, qui était la psychothérapeute, avait bien expliqué qu'effectivement, quand on a des douleurs chroniques ou des maladies chroniques qui vont évoluer, qui ne vont pas forcément guérir, ça a un impact évidemment psychologique. Parce que de souffrir pendant un mois ou deux, tout le monde est capable d'endurer ça, puis de souffrir pour des périodes plus longues, c'est difficile. Alors, la psychothérapie nous avait expliqué comment, en gros, éviter de tomber dans la dépression, ce qui est le cas extrême. Ici, le troisième volet que nous voyons ce soir, donc c'est un volet qui est plus philosophique. De par mon expérience professionnelle, comme je vous ai dit, je suis donc... on va tourner ici. Hop. Alors, dans ma particularité, c'est que moi, je suis handicapé de naissance, puis j'ai été opéré 17 fois. Donc, depuis l'âge de 3 ans, entre 3 et 5 ans, une quinzaine de fois, puis 2 fois après, à l'adolescence, vers 17 ans. Donc, ce qui fait que, outre le cheminement professionnel, dont je fête mes 30 ans cette année, ça fait 50 ans que je fais de la kinésithérapie. Donc, je disais que je voulais être kinésithérapeute. Alors, on va voir si on s'améliore ou pas, c'est pas sûr. Oui. Donc, chacun a son hôpital de référence. Donc, l'hôpital Nord, c'est un hôpital à Marseille, comme tous les autres. Et donc, ça a montré que toutes ces années, il y a un chirurgien qui a dit c'est peut-être possible qu'on arrive à le faire marcher, mais il faudra faire toutes ces opérations. Et depuis l'âge de 3 ans, je fais donc kinésithérapie 5 fois par semaine jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis le plus longtemps que je suis resté à l'hôpital, c'est 1 an et demi. Ce qui fait que ce dont je vais vous parler ce soir, c'est à la fois mon expérience professionnelle, mais surtout aussi mon expérience personnelle. Donc, alors, évidemment, on va tenter... Ah, ça s'améliore. On va continuer. Donc, une des questions principales, c'est comment avancer. Et pour se poser la question comment avancer, eh bien, c'est là qu'on plonge dans ce qu'on appelle le troisième souffle. Le troisième souffle existe sur les 3 plans de l'être, le plan matériel, le plan émotionnel et le plan intellectuel. Sur le plan matériel, c'est un peu les sportifs. Vous avez 2 sportifs qui courent le marathon, et puis ça fait 40 km qui sont côte à côte, et puis ils sont à 10 mètres de la ligne, et puis il y en a un qui va gagner de 2-3 mm.
On peut dire que ces deux coureurs-là sont de force équivalente. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il y en a un qui va trouver un peu plus de force pour gagner? C'est ça qu'on appelle le troisième souffle, c'est-à-dire continuer quand ça n'est plus possible. Donc ça, c'est pour le côté physique. Pour le côté plus spirituel, vous avez le troisième souffle, c'est ce que les bouddhistes appellent la voie du milieu. Alors vous voyez, là, on passe d'un autre extrême. La voie du milieu, c'est justement ne pas sombrer dans un excès d'optimisme ou de pessimisme. Quand vous êtes malade, on a tendance à passer par des phases où on croit qu'on va s'en sortir, alors on est super optimiste, puis le lendemain, on y croit moins, et puis donc, on voit comme ça notre morale qui varie en fonction. Donc, c'est cette voie du milieu. Et le troisième point, c'est le point donc, qui est plus philosophique, c'est justement quand on est pris dans ces problèmes chroniques, dans ces maladies qui ne vont pas forcément s'améliorer, c'est comment on fait pour continuer. Alors, on peut se référer, par exemple, à une citation de Churchill qui disait « Quand on est au milieu de l'enfer, eh bien, on continue à avancer. » Et c'est ce qu'on fait tous quand on vit des difficultés. On se dit « Bon, je ne m'en sortirai pas, etc. » Puis, au fur et à mesure qu'on se dit qu'on ne s'en sort pas, on continue à avancer. Où est-ce qu'on bloque? Mais vous comprenez que si vous arrêtez en plein milieu de l'enfer, la solution ne va pas forcément venir. Alors, souvent, en avançant, on voit, comme on nous l'avait présenté en psychothérapie, que finalement, on arrive à trouver des moyens, des solutions d'avancer encore et de trouver un certain confort de vie. Donc, c'est ça le problème, la perspective du troisième souffle. Comment avancer? Eh bien, on va se fixer évidemment des buts, mais il faut que ces buts soient réalistes. Et un philosophe, André Moreau, que vous connaissez, il dit que l'effort est le signe de l'erreur. Il faut comprendre la notion philosophique de cette remarque. L'effort, ça veut dire si je m'entête à faire des choses impossibles, c'est ça l'effort. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, c'est fatigant, mais ce n'est pas un effort. Au point de vue, je parle au point de vue philosophique. Et le signe de l'erreur. Si par exemple, j'aurais pu très bien dire, ce soir, je vais vous faire la conférence en étant debout. J'aurais très bien pu faire ça. Sauf que pendant 2 jours, j'étais absent pour la clinique Opus parce qu'il m'aurait fallu 2 jours pour me remettre de faire la conférence debout. Alors, c'est ça, de se fixer des buts qui sont réalistes. Est-ce que ce n'est pas mieux que je sois assis? Parce qu'en plus, quand je suis debout, au bout d'un moment, ça va vous fatiguer à vous aussi, parce que vous allez voir que pour moi, c'est fatigant d'être debout, que je commence à pencher d'un côté, de l'autre. Alors, finalement, si je veux absolument être comme les autres, je me mets dans le trouble, et en plus, les autres vont dire c'était pénible de le suivre, de suivre sa conférence. Donc, si vous avez une limitation, ce n'est pas la peine de faire comme si vous ne l'aviez pas. Il faut essayer d'aller trouver la voie, la façon de progresser ici. C'est pour ça que la règle d'or, le principe général, c'est ce que j'appelle le réalisme salvateur. Ce qui va vous sauver quand vous avez une limitation, c'est d'être réaliste par rapport à ce qui vous arrive. Je ne tiens pas debout, je suis mieux de m'asseoir. Ça ne donnerait rien que le caméraman soit en train de filmer, puis d'un coup, on me voit tomber. Ce ne serait pas terrible. Donc, ça montrerait en plus que ce que je dis n'est pas en correspondance avec ce que je fais. Je ne peux pas dire je suis handicapé, je fais comme si je ne l'étais pas et je tombe. Ça n'a pas de sens. Mais souvent, c'est ça, on veut faire, on veut être là quand même. Et c'est un problème qui est le plus souvent est dans sa tête. Parce que le handicap, quand vous l'élargissez, tout le monde est plus ou moins handicapé parce que le handicap, c'est le plus souvent la suite d'un complexe. Parce que vous avez des gens qui sont handicapés physiquement, c'est facile à voir. Vous avez des gens qui n'ont pas leur raison, c'est facile à voir. Puis il y a tout un tas de personnes, puis on se rejoint à peu près tous, nous sommes handicapés quelque part. Parce que l'handicap, la définition, c'est la diminution de la capacité d'interagir avec son milieu. Donc son milieu a 2 composantes. C'est le milieu physique, les obstacles, les escaliers, ça c'est le milieu. Et puis l'autre milieu, c'est de rentrer socialement en relation avec les autres. Il y a des gens qui ont un caractère qui est exécrable, finalement, ils sont comme handicapés parce que ça ne marche pas au travail, ça ne marche pas dans leur vie privée parce qu'ils ont un côté insupportable. Donc c'est cette notion-là qui est importante où on voit que les gens, finalement, se trouvent limités parce ils pensent qu'ils ne sont pas assez beaux, assez grands, assez forts,
qui ne sont pas assez intelligents, qui n'ont pas assez d'humour, alors ils disent ben, jamais je vais parler en public. Évidemment, la seule fois de leur vie où ils vont être obligés de parler en public, ça va être désastreux, donc ça va les conforter dans leur idée que ben, je savais bien que j'étais nul, et donc, vous voyez, le cercle va être négatif. Et souvent, le cercle est négatif parce qu'on veut aller avec la performance. On se dit, là, il ne faut pas que j'échappe à un mot, etc. Alors que la communication, comme je l'explique dans le livre, les mots que j'emploie, c'est à peu près maximum 20% de ce que vous allez saisir comme sens. Parce qu'en fait, on interprète le sens. Ce qui fait que si j'emploie un mot pour l'autre, si je me trompe de mot dans la phrase, vous allez sourire, mais vous comprenez quand même le sens de la phrase. Ce qui fait que ce n'est pas nécessaire dans sa vie de chercher les mots absolument, de trouver le mot juste. Le mot juste, c'est le mot qui sort de façon sincère. Alors la règle d'or, c'est ça, c'est d'éviter l'échec. Wow, j'arrive à chaque coup maintenant. Donc, maintenant, la question, quand on est handicapé, c'est la question de la norme. On dit facilement que il est anormal, elle est anormale parce qu'elle est handicapée. Alors, qu'est-ce que la norme? En fait, la norme, c'est une moyenne qui représente les capacités que doit avoir une personne, la personne lambda. Donc, une personne normale doit être capable de marcher, de monter des escaliers, doit être capable de comprendre quand elle lit quelque chose. Et dès que vous n'êtes plus dans ce qu'on attend d'une personne, bien, à ce moment-là, vous êtes dans ce qu'on appelle l'anormal. Mais quand vous dites anormal, ça a toujours une connotation péjorative. Pourtant, si vous prenez un enfant qui est un génie, au sens de la norme, il est anormal. Et si je viens dire à sa mère, « Ah, votre enfant est anormal », elle va me dire que je suis jaloux parce que le mien n'est pas un génie. Je dis ça parce qu'ils ne sont pas là. Tandis que dès que je vais dire qu'il ne peut pas parler, il ne peut pas marcher, il ne l'entend pas, etc., alors là, c'est un anormal avec une connotation, justement, qui est négative. Alors, on devait avoir un patient ici qui avait des difficultés d'audition et bon, ça ne s'est pas fait, et ça m'a fait réfléchir à quelque chose d'intéressant, c'est que s'il n'avait pas eu l'interprète qu'on comptait avoir, ben, il n'aurait pas compris la conférence, puisque évidemment, il est sourd. Mais maintenant, s'il avait été là, j'aurais demandé à l'interprète de faire des signes, et on aurait vu que la norme aurait changé, parce que qui aurait compris? L'interprète et la personne sourde, et puis du coup, c'est nous qui devenions tous des personnes handicapées. Donc, ça prouve que la norme, c'est quelque chose de défini, qui correspond à un type de personne. Alors, dans un rêve onirique, on voit ce bel oiseau, là c'est un paillanque, c'est l'oiseau emblématique de l'île Maurice. Mais dans un rêve onirique, on pourrait dire que je suis en train de traverser le boulevard René Lévesque, donc qui est quand même assez large, et puis il y a peu de chances qu'avec une seule lumière verte, j'ai le temps de traverser complètement. Et puis, vous savez qu'il y a des gens qui courent aussi à la dernière minute. Alors, si on a cette image de cet oiseau qui survole ça et qui dirait vous qui êtes handicapé, mais vous ne réalisez pas le danger dans lequel vous êtes. Puis moi, je lèverai la tête et je dirai à l'oiseau, mais c'est à moi que tu parles. Et l'oiseau me dirait, toi, tu es bien prétentieux de croire que c'est à toi que je parle. Je parle à tous les hommes, à toutes les femmes, parce que vous êtes tous handicapés par rapport à l'oiseau qui vole. C'est dans sa normalité. Alors évidemment, vous me direz que pour se venger, vous allez me dire que les oiseaux ne parlent pas. Mais ça vous montre que la norme, c'est quelque chose qui est défini. Et quand on le voit plus généralement au niveau des lois, ben vous avez dans un État américain, par exemple, la peine de mort, c'est légal, puis dans un autre État, ce n'est pas légal. Donc ça veut dire que la norme, elle peut varier en fonction des situations. Alors, ici, on voit que si finalement je ne veux pas avoir trop de difficultés, si quelqu'un va me dire que je suis anormal, ça ne me vexe pas. Parce que finalement, il est en train de me dire que je ne suis pas dans la norme. Comment vous voulez que moi je lui explique que je suis dans la norme? Maintenant, s'il vient vous dire que vous êtes anormal dans le sens de vous causer du mal ou vous faire de la peine, eh bien, vous êtes encore plus souriant parce que vous n'allez pas lui donner le plaisir d'avoir de l'emprise sur vous. Puis vous le regarderez, puis vous trouverez toujours bien quelque chose de désagréable à lui dire, du genre « tu n'as plus de cheveux » ou je ne sais pas quoi. Donc, plutôt que de se justifier, de se mettre à pleurer, bien, on va essayer de trouver quelque chose d'autre.
C'est ça la façon de voir. Donc, si je suis anormal, ça ne me vexe pas. Maintenant, on va passer à... c'était... Si, ça y est. La nature. Alors, en fait, on se demande, mais est-ce que les personnes qui sont handicapées ou est-ce qu'ils sont atteints de maladies à un certain âge, est-ce que c'est naturel? Parce qu'on a vu qu'on est anormal, mais est-ce que c'est naturel? Bien, si vous regardez la nature est un symbole de variation. Donc, quand j'étais ado, avec mon frère qui a un an de plus que moi, donc on avait peut-être 13-14 ans, nos parents nous amenaient dans une forêt, dans le Jura, pour nous montrer le sapin président. Alors, vous savez, les ados 13-14 ans, marchaient dans la forêt pour aller voir un arbre alors qu'il y a des arbres de partout. Et là, on nous explique que c'est le sapin président, donc le plus beau sapin de la région. Donc, finalement, je ne suis pas arrivé le premier, comme vous imaginez. Et quand je suis arrivé, j'étais tellement fatigué que je me suis assis auprès du premier sapin où j'ai pu, parce que tout le monde était auprès du gros sapin. Et donc, j'étais bien appuyé sur le tronc, puis ça me reposait. Puis j'ai vu que le sapin était tout minuscule, parce que c'est la loi de la nature. Vous avez tous les modèles, et en général, s'il y en a un gros, l'autre à côté, il a eu un peu plus d'ombre. Et finalement, c'est ça, c'est naturel. Est-ce que quelqu'un trouverait à dire comment ça se fait que cet arbre-là est si petit, que cet arbre-là est si grand? C'est la variation de la nature. Donc, toute chose est naturelle. Les seules, finalement, erreurs de la nature, c'est ce que font les hommes quand ils détruisent le monde avec la pollution. Mais la variation est dans la nature. Et à partir du moment où il y a de la variation, bien, comme on dit tout à l'heure, il va y avoir des génies, puis il va y avoir des gens qui sont beaucoup moins doués. Mais tout ça, c'est naturel. Après, est-ce qu'on correspond à la norme ou pas, c'est une autre chose. Et donc, on a tendance à rejeter les gens parce que, n'étant pas naturels, n'étant pas normaux, on pense aussi que ne sont pas naturels, ce sont des erreurs de la nature, comme on entend souvent dire. Ici, non, oui, non. Ça ne marche plus. Si. Dans la croyance profonde. Alors, on ne peut pas faire l'abstraction, si on veut honnêtement parler de tout ce qui est handicap, on ne peut pas faire l'abstraction de se poser la question de quelle est la part de Dieu. Quand je dis Dieu, c'est n'importe quel Dieu, un Dieu païen, un Dieu chrétien, n'importe quel. Quelle est la part de Dieu et du hasard? Alors, il y a des gens, vous savez, qui ont la foi et puis qui trouvent de la force en Dieu, puis il y en a d'autres qui n'ont pas la foi. Mais au final, qu'est-ce que ça change? Nous avons 3 possibilités. Si nous prenons qu'un ou des dieux existent, ça résout le problème. On ne sait pas pourquoi il y a des personnes qui sont handicapées, mais au moins on sait qu'il y a quelqu'un ou une entité qui a le sens. Bon, on verra ça plus tard. Donc, dans les systèmes plus hindous aussi, on vous parle du karma. Vous savez, vous avez été mauvais dans une vie antérieure, alors vous revenez dans cette vie-là. Mais peut-être aussi, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, parce que je n'ai pas de preuve. Je n'ai pas de preuve de Dieu, je n'ai pas de preuve du karma. Bon, mais je dis que, admettons que ce soit vrai, ça veut dire que vous revenez avec une limitation. Eh bien, c'est comme vous payez votre dette. Donc, vous êtes libre parce que vous ne devez plus rien à personne. Si Dieu existe, vous êtes libre aussi parce que Dieu ne veut pas d'esclaves. Et finalement, la 3e possibilité que vous allez avoir, c'est que tout ça, c'est un pur hasard. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, mais c'est un pur hasard. Alors à ce moment-là, on peut considérer que ce hasard est divin puisqu'il a créé la vie. Et comme dans les 3 cas de figure, on ne peut pas prouver, la seule chose qui va être importante, c'est vos croyances profondes. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Et quand je rencontre des patients, j'avais un stagiaire, quand j'enseignais à l'hôpital, j'avais un stagiaire qui au bout d'une matinée, il était en état de transe, là, parce qu'il me dit, je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas, vous ne comprenez pas ce que je vous explique? Il me dit, ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous parlez à quelqu'un, à la dame d'avant qui était très croyante, je lui ai donné des images de la Bible pour l'aider, puis après, vous êtes rentré dans la chambre d'un gars qui ne croyait pas du tout, qui blasphémait, et puis vous l'avez presque encouragé à blasphémer. Je dis, mais moi, la question, ce n'est pas de savoir si moi, thérapeute, en quoi je crois. La question, c'est que nous avons le patient et qu'on essaie de trouver des moyens pour l'aider à avancer. Et puis, si lui conseiller des prières, ça l'aide, ben, je lui conseillerai des prières de n'importe quelle religion.
Si de faire des jeux de mots douteux sur Dieu, ça l'aide, je ne l'empêcherai pas de faire ces jeux de mots douteux. Donc, ce que l'on veut, c'est aider la personne et respecter sa personne. Mais vous voyez qu'on peut parler, non pas de religion pour la défendre, mais on peut parler de religion ou sans religion. Ça n'est pas tabou parce qu'on dit, attention, il ne faut pas parler de toutes ces choses-là parce que c'est la vie privée des gens. Évidemment, il ne faut pas faire de la propagande pour une situation ou une autre. Mais ce qu'on veut, c'est que le patient avance. J'avais une personne âgée aussi qui n'était pas motivée pour faire la rééducation. Puis un jour, elle m'a dit, regardez, on a regardé les informations pendant 15 minutes, et puis après, elle a marché pendant 15 minutes. Alors que quand je lui faisais une séance de demi-heure, si j'arrivais à la faire marcher 5 minutes, c'était le grand maximum. Alors évidemment, c'est peut-être pas ce que le docteur prescrivait, que je regarde les informations avec la patiente. Mais l'intérêt, c'était quoi? C'était que la patiente marche, que le patient marche. Donc on va trouver des moyens. Alors on voit que finalement, vous pouvez choisir. Il y a des gens qui sont très forts pour ne pas choisir. Mais Sartre nous rappelle que ne pas choisir, c'est une façon de choisir. Si vous ne choisissez pas dans la vie, les autres choisiront pour vous. Alors tant qu'à faire, choisissez. On a toujours le choix, non pas de faire ce qu'on veut, mais on a toujours le choix parmi les possibles. Je suis atteint d'une maladie, je n'ai pas le choix de me débarrasser de cette maladie. Par contre, j'ai le choix de voir comment est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais rester chez moi, à me morfondre toute ma vie, ou est-ce que je vais faire quelque chose? C'est ça le choix. Et évidemment, on a été trop vite là. Là, il faut que je recule. Là, on ne reculera plus. Donc, en fait, je suis maître du sens. Et avant d'arriver à ce reptile-là, on voit que même quand vous lisez des philosophes ou des personnes qui sont très négatives, je ne sais pas si vous connaissez Sioran. Dans Sioran, c'est un philosophe qui écrit de l'inconvénient d'être né. Vous voyez que donc l'affaire s'annonce mal. Alors il vous dit en gros que la vie n'a pas de sens, etc. Et que eh bien, au lieu de, et il conclut que donc comme la vie n'a pas de sens, il a fini par se suicider. Donc c'est son cheminement. Mais même si je pars de son point négatif et même si j'adopte son point négatif, la vie n'a pas de sens, mais c'est merveilleux parce que vous êtes libre. Si la vie n'a pas de sens, je ne risque pas de me tromper de sens, il n'y en a pas. Alors, je suis libre de choisir mon sens. Vous voyez qu'une information, vous pouvez la prendre, même si elle est négative, vous pouvez lui donner un côté positif. J'ai plus de peur de rater ma vie, parce que de toute façon, il n'y a pas de sens, donc il n'y a pas de vie réussie. Sinon, si on est négatif, on se dit, ah ben oui, lui, tu vois, il a dit, c'est un grand philosophe, il a dit que, alors automatiquement, j'ai comme une caution morale pour justifier que mon état ne mérite pas d'être là. Alors, la vision du handicap, c'est Jung qui parlait des archétypes. On a tous dans notre tête une vision de la personne handicapée. Et la preuve, c'est que quand on se retrouve devant ces personnes-là, surtout si ce sont des enfants, on est gêné. On ne sait pas quoi leur dire. Alors, ça montre que on n'arrive pas à se familiariser avec ça. Ça montre aussi qu'on n'a peut-être pas cherché aussi comment parler à ces personnes. Ou on a peut-être cherché en se compliquant à trouver des mots alors qu'on ferait mieux de leur parler comme à n'importe quelle personne. Et quand on me demandait quelle est la partie de moi que je préfère, je dis toujours mes jambes, parce que c'est la partie la plus faible et qui arrive à marcher. Mes bras sont forts. J'ai de la force dans les bras, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, la partie qui me rappelle le plus mon handicap, ce sont mes yeux. Parce que qu'est-ce qui se passait surtout avec les infirmières, puis les gens, les voisins, quand j'étais petit? Ils me regardent, puis ils s'aperçoivent que je suis handicapé, puis ma mère est là, donc il faut dire quelque chose de ce gamin. Qu'est-ce qu'il voit? Il a des beaux yeux verts, alors il disait, ses beaux yeux, ses beaux yeux. Et donc, chaque fois en situation d'urgence, les gens, quand ils étaient pris, qui ne savaient pas comment gérer le handicap, ils regardaient, puis ils se raccrochaient à quelque chose de positif,
Et en se raccrochant à ce qu'ils voyaient de positif, c'était comme une façon de dire, ben, je cherche le truc le plus positif, ça veut dire que je ne veux pas parler de l'affaire la plus négative. Donc j'avais plus de ressentiment, mais j'étais plus amusé, surtout en grandissant, quand j'avais ce genre de remarques, parce que je me disais, voilà une personne qui est sympathique, hein, ce n'est pas la question, mais qui est prise de court et qui essaie de trouver comment on pourrait s'en sortir. Alors on voit que sans avoir de l'a priori, les gens ne savent pas comment faire. Alors la clé, c'est de leur parler tranquillement. Alors on va tenter d'y aller une à la fois. Oups, c'est pas assez. Quand même, hein. Voilà. Handicapé un jour, handicapé toujours, hein. Alors, on arrive à la question de l'acceptation. Est-ce qu'on accepte vraiment ça? Je ne sais pas, puis ça varie, ça dépend de chacun. Alors, les gens, pour accepter, ils voudraient qu'on leur donne une bonne raison. Donne-moi une bonne raison pour que j'accepte. Alors là, on peut se perdre à l'infini, hein, c'est comme la question des croyances. Alors la question que je leur pose, c'est au lieu de te demander pourquoi est-ce que tu es handicapé, là, donne-moi une bonne raison pour que tu ne le sois pas. Pourquoi pas toi? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'être handicapé, là. Hein? Mais à partir du moment où il y a des personnes qui le sont, pourquoi pas moi? Est-ce que j'ai quelque chose de vraiment exceptionnel? Est-ce que c'est absolument indispensable que je fasse la conférence debout? Donc pourquoi pas moi? Alors évidemment, on peut remettre le monde en question, mais ça c'était la question précédente de la question de Dieu. Mais à partir du moment où ça existe, alors les gens, ça les sort de leur système. Parce que quand ils demandent « explique-moi pourquoi moi », eh bien voilà qu'ils deviennent dépendants. Et puis ils attendent, et puis comme on n'a pas la réponse absolue, ben là, ils se posent en victime. Tandis qu'en changeant la question « pourquoi pas toi », ça les incite à se prendre en question, à se dire « ah ben, peut-être on pourrait réfléchir autrement », ce que Nadine expliquait dans la psychologie. Oui, j'ai un problème, oui, j'ai un handicap, mais est-ce que je réfléchis toujours que négativement ou est-ce que j'essaie de réfléchir positivement? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, ici, on voit un peu l'image qui est là, dans ce tunnel. Bien, vous imaginez que quand vous rentrez dans ce tunnel, au début, vous ne voyez rien, parce que ce tunnel est sombre. Et puis après, vous savez, avec le pauvre rétinien, l'œil, tranquillement, il arrive à voir dans le noir. Eh bien, quand le handicap se présente, c'est un peu la même chose. Au début, on ne voit rien. On est dans le noir, on est perdu, il n'y a pas d'issue, on ne sait même plus. C'est même pas qu'il n'y a pas d'issue, on ne sait même plus où on est. Et puis, petit à petit, une certaine lumière revient et on aura le choix. Est-ce que je fais quelque chose comme lui qui se relaxe ou est-ce que je me bats et je me heurte à tous les pylônes qui sont là? C'est magnifique. À l'autre extrémité, on dit souvent aux gens qui sont limités comme ça, ils sont merveilleux, quel courage, merveilleux. Mais comme disait un de mes patients de 16 ans qui a plongé et qui s'est retrouvé tétraplégique, donc qui bouge la tête et un petit peu les bras vaguement, il disait, c'est surtout que, c'est pas tant que je suis courageux, c'est surtout que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'il a 16 ans, puis s'il veut faire quelque chose de sa vie, il va falloir qu'il gère avec les moyens qu'il a. Alors c'est plus, si j'avais moins de problèmes, je serais sûrement moins courageux. Donc on voit que tout ça va monter et que c'est ce courage, cette détermination qui va faire qu'on va arriver quelque part plutôt que nulle part. La question d'après, toujours aussi joueur. C'est pas bon ça, hein? Là. Donc, la question d'après, c'est l'oppression. Là, on va rejoindre les gens qui sont simplement complexés, comme on disait tout à l'heure, parce que trop grand, trop petit, trop ci, trop ça. Le complexe. Beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Et je dis aux gens qui ne s'aiment pas que pour ne pas s'aimer, il faut être prétentieux. Contrairement, parce que les gens disent « je ne m'aime pas parce que je n'ai pas de qualité », je dis en fait, si vous ne vous aimez pas, c'est que vous êtes prétentieux. Ce que vous n'aimez pas, c'est la différence qu'il y a entre ce que vous êtes et ce que vous voudriez être. Parce que je leur dis, c'est pareil, si vous avez un enfant qui est handicapé, alors vous n'allez pas l'aimer.
parce que il n'est même pas dans la norme. Ah oui, vous allez l'aimer 2 fois plus que d'enfant normal, parce que justement, il faut compenser. Alors c'est bizarre. Une personne qui est vraiment handicapée, vous allez l'aimer beaucoup plus, et vous, parce que vous avez un défaut ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne vous aimez pas. Quelle est la logique? Ça veut dire que c'est un problème d'ego, c'est un problème d'image. Donc travaillez sur votre ego, travaillez sur votre image, parce que c'est facile de dire « Ah, mais je le considère comme un autre, mais moi j'ai un petit défaut, puis ma vie n'a plus de sens. » Mais là, j'ai du travail. Et ce n'est pas un travail sur l'autre que j'ai à faire, c'est un travail sur moi. De sorte que j'ai le choix de savoir si je vais être victime de phagocytose, c'est-à-dire, est-ce que finalement, mon handicap, ma maladie, quand je suis en fin de vie par exemple, est-ce que ça, je ne deviens plus que ma maladie? C'est-à-dire, je ne vis plus, c'est ma maladie qui rime tout, et comme je sais que je ne vais pas guérir, je sombre dans le négatif. Alors, on serait intéressé à avoir ce qu'on appelle un projet de vie. Et c'est bien difficile pour une personne qui n'a pas vraiment de projet de vie autre de dire qu'il veut avoir des enfants, être heureux, etc. Ça, c'est des idées communes, mais quel est votre principe de vie? Donc, c'est bien difficile pour les gens qui n'avaient pas de but précis dans la vie quand ils étaient en bonne santé, du jour au lendemain où ils vont se retrouver limités physiquement ou encore intellectuellement, ça va être bien difficile de trouver une façon de continuer. Alors évidemment, ici, on va aller toujours pareil. Ça, c'était phagocytose. En plus, on a du retard. Là. Maintenant, ce qui va être très important, c'est l'âge du capitaine. C'est-à-dire que, suivant à quel âge survient le handicap ou la maladie, ça change tout. Quand on est handicapé de naissance, on a un problème, c'est d'intégration. Parce que l'enfant, comme je ne peux pas suivre les autres, je suis toujours à l'arrière. Donc, on a un problème. Ce n'est même pas un problème de rejet, c'est un problème d'oubli. Parce que les jeunes, ils s'en vont en courant, puis moi, je reste là. Donc, c'est ça la difficulté de l'enfance, de s'intégrer, de comprendre qu'on est différent et qu'il va falloir arriver à faire avec cette différence-là. Plus tard, on arrive donc à l'adolescence. À l'adolescence, le problème change. L'adolescence, tous les adolescents, ils veulent plaire et d'abord, ils veulent essayer de se plaire à eux-mêmes. On a tous été adolescents, se regarder dans la glace et à trouver qu'on avait un bouton là qui vraiment était la fin du monde. Mais alors, déjà qu'en étant normaux, les adolescents ont du mal à se trouver, imaginez qu'en étant handicapés, là, ce n'est pas idéal non plus. Alors on voit, les parents nous disent, on sent que l'enfant a grandi, puis sa préoccupation a changé. Ce n'est plus la question d'intégration, c'est la question de plaire et avant tout de se plaire à soi-même. Parce qu'évidemment, si je ne me plais pas, ça va être difficile que les autres me trouvent ravissant, à part ma mère, évidemment. Donc, on voit qu'au niveau du cheminement psychologique, eh bien, le thérapeute, le psychothérapeute, et puis les psychiatres, les psychanalystes, les gens qui vont suivre, doivent évoluer, les pédopsychiatres doivent évoluer avec ces demandes-là. Et on ne sait pas, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui ont fait une crise forte quand ils étaient enfants, puis moins l'adolescence, puis l'autre qui avait bien pris son enfance et qui fait une crise forte à l'adolescence. En général, la crise forte, elle est plutôt à l'adolescence, parce que là, non seulement on voit qu'on n'est pas comme les autres, mais on voit effectivement qu'on est encore plus laissé de côté, puis il y a la notion d'affectif là qui rentre en jeu, parce que l'enfant, du moment qu'il a ses parents, un peu un entourage, il ne manque pas d'affection, tandis qu'un ado, il veut l'affection, mais pas forcément toujours de ses parents. Un ado, il veut trouver une autre affection. Alors, ici, quand on évolue à l'âge adulte, un peu à l'âge que j'ai, la question, c'est de durer. C'est-à-dire, combien de temps encore est-ce que je vais être capable de marcher? Combien de temps encore est-ce que je vais être capable d'être autonome? Et là, on voit le défaut un peu de l'adulte par rapport à l'enfant. L'enfant ne se pose jamais ces questions. Quand on est enfant, je peux ou je ne peux pas. J'ai mal ou j'ai pas mal. L'enfant ne se dit pas, tiens, dans 3 jours, je vais avoir plus mal parce que le docteur a arrêté mon traitement. L'enfant, il a mal ou il n'a pas mal. Tandis que l'adulte, même quand ça va bien ou pas trop mal, je me dis, oui, mais là, ça va bien parce que les médicaments font effet.
mais peut-être que dans une semaine ou un mois, le médicament ne fera plus effet. Puis le docteur m'a dit que c'est la dose maximale, alors il ne pourra pas, on va changer, mais peut-être que le nouveau médicament, vous voyez, il va être tout dans une projection. Et si sa projection est trop forte, il va raccourcir son délai d'autonomie. Parce que si vous stressez, au lieu de finir de marcher à 60 ans, c'est à 55 ans que vous allez finir parce que vous êtes tellement stressé, vous savez que le stress vous coupe vos capacités. Donc, vous voyez, à chaque âge, je ne dirais pas c'est plaisir, comme on dit la publicité, mais ici. On peut être aussi handicapé, comme je l'ai dit, dès l'aurore, c'est-à-dire à la naissance. Et quand on est handicapé à la naissance, les gens, c'est comme un crédit où on est obligé de payer d'avance, mais en fait, on paie d'avance le prix fort pour avoir quelque chose d'ordinaire. Je vais payer d'avance avec 17 opérations juste pour arriver à marcher plus ou moins, pas pour arriver à courir plus vite que tout le monde. Donc, on est toujours en train de faire des efforts pour se rapprocher de ce qu'on disait tout à l'heure, de se rapprocher de la norme. Et c'est beaucoup d'efforts pour finalement ne pas arriver à être aussi bien que les autres. Et c'est là il y a un fort facteur de découragement. Parce que les gens vous disent, finalement, si tout ça c'est pour faire ça, je suis mieux de rester dans mon fauteuil. Alors, vous voyez que c'est des gens qu'il faut motiver le plus souvent. L'autre possibilité, ici, c'est l'éclair obscur, c'est l'accident. Vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, et puis il y a un accident, puis vous vous retrouvez paralysé, ou vous avez un AVC, un problème quelconque, et là, du jour au lendemain, là, les gens ils disent, ma vie est finie parce que je ne marcherai plus, ou je n'aurai plus ces capacités, et là, les gens sentent qu'on leur a volé quelque chose, on leur a pris quelque chose, on leur a volé quelque chose. Dans ce cas de figure, c'est toujours pareil. C'est de se dire, mais est-ce qu'on avait une garantie? On va dire, à 40 ans, c'est jeune. Oui, c'est sûr que c'est jeune, mais est-ce qu'on avait une garantie? Parce qu'on part tous comme si on avait une garantie, qu'on ne va pas mourir avant je ne sais pas quel âge, et surtout qu'on va être valide bien longtemps. Mais on n'avait pas cette garantie. Et là, on découvre tout d'un coup que la vie est fragile et tient qu'à un fil. Et là aussi, la psychologie va être importante. Parce qu'il faut faire la réadaptation, la rééducation de ces personnes, mais il faut aussi faire le suivi psychologique, parce que souvent ils refusent tout traitement, et puis ils se sentent victimes, et puis il y en a qui sont très forts pour ça, pour se sentir victimes. On va le voir un peu plus tard. Ça marche. Alors ça veut dire qu'en permanence, il faut se recentrer. Il faut voir qu'autour de soi, tout peut être plus ou moins détruit, mais que je dois me servir de ce qui fonctionne. Et puis si mon espace, c'est juste comme ce gars, si mon espace de fonction, c'est juste sur un petit bord de muret, eh bien, plutôt que d'essayer de faire un pas en avant parce que je veux absolument avancer, et puis là, ça va être pas terrible, eh bien, j'essaie de trouver mon bonheur et ma raison dans cet espace limité. Donc, si vous voulez trouver ça, vous pouvez lire le livre Ulysse de James Joyce, pour ceux qui connaissent. C'est un livre de 1000 pages où, en fait, il explique les bonheurs. Il met à peu près 30 pages pour vous dire comme c'est merveilleux de se raser. Puis quand vous vous rasez, vous avez le soleil qui vient sur la lame du rasoir, etc. Donc, c'est une façon, c'est un contre-pied au fameux Ulysse d'Homère, vous savez, qui vit des aventures extraordinaires. C'est un contre-pied pour nous montrer que finalement, on peut avoir comme ça, c'est pas forcément obligé d'aller au sommet de l'Himalaya pour avoir des sensations fortes. Il suffit que je me retrouve dans un escalier où il n'y a pas de rampe, et puis ça me fait le même effet que si j'étais au sommet de l'Himalaya et qu'il fallait y redescendre. Donc, et c'est économique en plus, parce que je n'ai pas besoin de dépenser beaucoup. Et souvent, vous verrez que des personnes qui sont comme ça limitées vous parlent d'une affaire absolument banale, et vous avez l'impression en l'écoutant qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais il a sûrement fait quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est toujours la question de la référence. Alors pour s'initier ici, maintenant, là on a vu un peu
c'était un peu la personne handicapée. On a vu un peu ces différents âges. Maintenant, on va voir un peu comment réagit l'entourage. Et évidemment, c'est une évidence de dire que c'est dur pour les parents. Et donc, au niveau du couple, on ne vit pas la chose de la même manière, puisque chacun a ses prérogatives. Qu'on le veuille ou non, les femmes qui ont eu un enfant handicapé ont toujours ce qu'on appelle une difficulté créatrice, parce qu'on a du mal à leur enlever de l'idée que, comme c'est moi qui l'ai fait, je l'ai mal fait, c'est ma faute. Donc, ça, c'est créatif. Et par réaction, souvent, je caricature, évidemment, ce n'est pas 100%, mais souvent, la mère va se dire qu'elle ne s'autorise pas à avoir des plaisirs autres que ceux qui incluent son enfant handicapé. Donc, ça veut dire qu'elle se centre énormément, par un sentiment plus ou moins conscient de culpabilité, sur l'enfant. Tandis que le père, lui, il a une impuissance, et on emploie le mot à terme, impuissance réactrice. C'est-à-dire que dans l'archétype, le père, donc l'homme, symbolise la force, celui qui en force va régler le problème. Mais là, il a beau avoir toute la force du monde, il ne peut rien faire. Donc il est comme dans une impuissance. Et pour lui, c'est comme sa négation de ce qu'il représente dans l'archétype. Puisqu'il est censé, par la force, rétablir la situation, puis il ne sert à rien. Et puis plus il met de force, plus il s'énerve, plus ça aggrave la situation. Alors, on voit que des fois on nous dit « Oh, le père a fui ». Mais c'est qu'en fait, ce n'est pas l'enfant qu'il fuit. C'est que l'enfant est le symbole de son impuissance. C'est plus son impuissance à lui qui fuit que la situation de l'enfant. Alors évidemment, dans la plupart des cas, ça se passe bien, mais on comprend que quand ça se passe mal pour le couple, ça peut être difficile, et c'est pourquoi, malheureusement, dans ces couples-là, il y a beaucoup de divorces. Le divorce est à la mode. Enfin, maintenant, le divorce n'est plus à la mode, puisque les gens ne se marient plus. Mais je veux dire, la séparation du moins. Donc, c'est ce qu'on avait avec, ici, le père. Si le père est encore présent, vous voyez, il est déjà parti, le père, je n'arrive pas à le faire revenir. Voilà le père. On l'a vu. Et donc, l'enfant qui est handicapé, lui-même, qu'est-ce qu'il comprend de façon instinctive? C'est qu'il est un facteur de séparation. Puisqu'il comprend bien, plus ou moins, que les parents, ils ont l'air de se disputer toujours par rapport à lui. Alors l'enfant, il se dit qu'il applique la devise de l'hôpital. La devise de l'hôpital, c'est silence. Il se dit, il va en dire le moins possible. Et puis il s'aperçoit que quand il supporte les traitements, tout le monde le prend pour un héros. Donc, il comprend qu'il va supporter, il va s'efforcer de supporter, et tout le monde va être admiratif. L'inconvénient, c'est qu'après, il ne faudra pas se demander pourquoi l'enfant ne transmet plus ses sentiments. Puisque, en fait, il a compris qu'en ne pleurant pas, en étant sage, en étant fort, ça faisait plaisir à tout le monde. Alors, il est capable, quand ça ne va pas, de cacher ses émotions, et puis c'est encore plus facile de cacher ses émotions quand ça va. Et après, on se demande, tiens, cet enfant, il n'a pas l'air de s'exprimer. Mais oui, mais c'est qu'il a vu que ne pas s'exprimer était la meilleure solution. Donc après, il a cette tendance-là, et le pire, c'est de l'envoyer chez un psychologue. Parce qu'en fait, il faudrait plus expliquer aux parents pourquoi il ne s'entend pas, plutôt que de l'envoyer chez un pédopsychiatre. Donc en parlant, en allant le chercher tranquillement. Alors, ce qui ramène à la norme, c'est toujours, ici, oui, c'est toujours la fratrie, les frères et les sœurs, parce que handicapé ou pas, vous verrez que ça n'empêche pas de tirer les cheveux de sa sœur ou de pousser un peu, etc. Et ça ramène à la norme, parce que le frère, la sœur, il a bien compris la fragilité, donc il ne va pas pousser le fauteuil roulant dans les escaliers, mais en passant, il va bien tirer l'oreille ou les cheveux. Et en fait, c'est ça qui est le mieux. Parce que l'autre le traite de façon normale. Il respecte la limite, mais il va le traiter de façon normale. L'enfant ne va pas dire, tiens, je ne vais pas tirer les cheveux à ma sœur parce qu'elle est handicapée. Non, la sœur l'a énervée, a tiré les cheveux pour à la ligne. Et ça se fait normalement. Et c'est pour ça qu'il y a moins de problèmes avec les frères et sœurs qu'il y en a des fois avec les adultes.
Ceux qui sont partie prenante dans le système, c'est aussi les grands-parents. Pour les grands-parents, c'est une source de stress. Parce que les grands-parents, quand ils arrivent à un certain âge, ils commencent à penser à leur propre mort. Ils ont 70, 80, 90 ans. Ils sont en cheminement de se dire que, bon, ça va de moins en moins bien. Alors, c'est déjà pas facile, hein, même à 80 ans de partir, c'est pas plus facile qu'autre chose. Mais là, en plus, cet enfant qui a 4 ou 5 ans, qui est leur petit-fils ou leur petite-fille, donc ça ravive leur inquiétude. Et souvent, on voit des grands-parents donc, qui font corps avec l'enfant, mais d'autres, comme je dis aussi, c'est plus fort qu'eux, parce que déjà qu'ils ont du mal à gérer leur propre finitude, c'est-à-dire le fait qu'ils vont partir, ben là, en plus de voir cet enfant-là, c'est comme une confrontation, c'est comme un miroir. Ils voient encore plus que c'est ça. Et puis comme là, ils voient vraiment l'injustice, parce qu'ils se disent, bon, j'ai 80 ans, c'est quelque chose, mais 4-5 ans. Et du coup, ils sont mal à l'aise parce qu'ils n'osent plus exprimer leur angoisse, leur propre angoisse de la mort. Ils n'osent plus dire qu'ils ont mal au genou, que ceci, que cela, parce qu'ils se disent, je serais ridicule de dire ça devant la situation des petites filles. Et ce qui fait qu'il s'établit une espèce de silence. Alors, il faut essayer de trouver des solutions. Oui. C'est quelque chose, hein? Donc, handicap et famille, finalement, les familles s'en tirent en étant heureux autrement. Bien, on va s'assurer qu'on fait des activités auxquelles on pourra inclure tout le monde. Donc, on se renseigne et on trouve des solutions. Et aussi, c'est de voir que quand je travaillais dans une maison de retraite, il y avait aussi, on prenait des personnes qui n'avaient pas tous leurs moyens, et puis il y avait un gars qui avait à peu près 55 ans, et puis qui était toujours resté à un âge mental d'à peu près 5 ans. Et ses parents l'ont gardé, et puis arrivant à 80 ans, ils se sont dit, il vaut mieux qu'on le place dans une institution qu'on choisit, plutôt que d'attendre qu'on meure et puis qu'ils le mettent n'importe où. Donc, il l'avait mis dans une institution. Et puis, ce gars-là, il s'est bien introduit. Puis, tout le personnel, c'était tous ses oncles, ses tantes, etc., comme un gamin de 5 ans. Et il était très heureux. Et puis, sa mère le regardait en disant, si ce n'est pas dramatique, je lui ai dit, mais si on réfléchit autrement, ce qu'on veut, c'est que son enfant soit heureux. Puis là, son enfant, il est heureux. Évidemment, si on se pose la question de dire, mais il a 50 ans et puis il joue avec des camions de pompiers, etc., mais on se fait du mal pour rien, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux. Là, il est heureux autrement, mais il est heureux, c'est ça le principal. Par rapport à la norme, évidemment, ça n'est pas ça. Mais vous l'avez élevé, vous l'avez amené jusque-là, vous l'avez mis dans ce centre, il va être heureux jusqu'à la fin de sa vie, heureux autrement. Alors, les gens tranquillement acceptent que, ah ben oui, il y a peut-être ici quelque chose à trouver. Et puis vraiment, quand je trouve que, les autres, il y a du suspense toujours. Je ne sais pas à qui appartient cet ordinateur, mais il n'y a pas de... Donc, handicap et société, le plus souvent, c'est mon image. La société, c'est mon miroir. Moi, je ne m'accepte pas, puis vous devez m'accepter. Ça ne marche pas. Donc, souvent, quand les gens sont en maudit, comme on dit ici au Québec, contre la société, mais qu'est-ce qu'ils font pour s'intégrer dans cette société? C'est ça le choix. Donc, la vérité doit être indolore. C'est-à-dire que si chaque fois que quelqu'un fait allusion au fait que je suis handicapé, si chaque fois je me mets dans tous mes états, ça veut dire que le vrai problème, il est là. Si on ne peut pas prononcer le mot sans que je m'effondre, c'est que c'est à moi à travailler. Si quelqu'un va se lever dans le bus ou dans le métro, me laisser sa place, et puis je me mets à pleurer parce que je pense qu'il a reconnu que j'étais handicapé, etc., etc., le problème, c'est moi. Hein? Alors, une autre chose. Handicap et société, c'est aussi tout ce qui va être les relations donc, avec l'autre et puis tout ce qui est le désir.
Alors, j'avais assisté à une présentation, je ne dirais pas de qui m'avait choqué en disant que, finalement, les gens qui n'ont pas tout à fait leurs idées, ils sont un peu comme des, entre guillemets, des obsédés sexuels ou qui ont la main facile. On dit, c'est parce que, comme son cerveau ne fonctionne pas très bien, ses inhibitions non plus, il n'arrive pas à contrôler ses inhibitions. C'est sûr qu'il y a une part de vérité, mais je vous pose la question. Si on vous disait à vous qui êtes normal, voilà, vous allez rencontrer des hommes, des femmes, mais vous en aimerez aucun, il n'y en a aucun qui se rapprochera de vous, hein, vous verrez les gens s'embrasser, tomber amoureux les uns des autres, mais il n'y aura jamais personne pour vous. Même si votre cerveau est bien formaté, à un moment donné, est-ce que vous n'allez pas finir par avoir comme une obsession? Sans pour autant que ce soit parce que je n'ai pas la clarté de jugement. Hein, c'est comme vous mettez l'enfant dans un magasin de jouets, puis tu regardes, puis tu ne touches rien. Et puis vous vous dites que l'enfant, là, il n'est pas raisonnable. Et là c'est pareil. Hein, il y a toutes ces questions, et puis on va voir. Et dans certains pays d'Europe du Nord, il y a même des thérapeutes sexuels donc, qui font des caresses. Donc pour avoir un contact, donc c'est bien défini. Alors il y en a qui sont choqués. Il y en a qui sont choqués parce qu'ils ne vous diront pas qu'eux, ils ont les moyens discrètement d'aller voir des prostituées, par exemple. Puis là, on parle juste de caresses, on ne parle pas d'actes. Donc, il dit, là, on ne va pas y envoyer quelqu'un qui le caresse. Oui, mais qui est-ce qui le caresse, à part peut-être des gens de son entourage? Alors, tout ça aussi sont des questions à prendre en compte. Donc, on arrive vers la fin. Ce que ça apprend d'être handicapé, c'est la patience. Alors, si vous êtes impatient, il y a de la chose à faire. Alors, évidemment, c'est la tentation d'innocence. Si vous voulez lire un très beau livre, vous lisez un livre d'un philosophe qui s'appelle Pascal Bruckner, qui a écrit La tentation de l'innocence. Vous savez, ces gens, tout ce qui leur arrive, c'est jamais leur faute. Hein, s'il y a la pollution, eux, ce n'est pas leur faute parce qu'eux, ils n'ont pas de pouvoir. Si leur femme est partie, ce n'est pas leur faute, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'eux. C'est jamais leur faute. S'il a été renvoyé du travail, c'est jamais sa faute. Donc, c'est la tentation de l'innocence. Parce que c'est bien les gens aiment donner le pouvoir. Parce qu'à partir du moment où je vous ai donné tout le pouvoir, si ça ne va pas pour moi, c'est votre faute, puisque c'est vous qui avez tout le pouvoir sur moi. Alors, des gens qui ne veulent absolument pas prendre le pouvoir. Et même dans les personnes handicapées qui vont aller voir le médecin en disant faites quelque chose, vous allez voir le kiné, mais faites quelque chose. Mais toi, tu fais des exercices. Ah, moi, je fais des exercices. Hein, comme on dit, on n'est pas garagiste. Un garagiste, vous lui laissez votre voiture, il vous appelle quand elle est réparée, vous repassez la prendre. Hein, là, vous ne pouvez pas lui laisser votre bras et puis vous allez repasser la semaine prochaine quand il aura reçu les pièces. Mais des gens attendent ça. Ils viennent, ils pensent que tout va se passer dans la séance, alors que dans la séance, on fait de notre mieux, mais on vous donne surtout des directives pour vous prendre en main. C'est surtout ça. On peut augmenter la dose de médicaments pour que vous ne sentiez pas de douleur, mais si vous faites des exercices, vous pourrez diminuer la dose de médicaments, et puis après, vous aurez peut-être les idées plus claires, et puis vous pourrez vous en sortir. Donc, c'est ça la tentation d'innocence. Donc, handicap et société, il y a l'abus de faiblesse. Dans l'abus de faiblesse, il y a l'abus de faiblesse que vous connaissez, qui est classique. C'est-à-dire que j'abuse de la personne âgée ou de la personne dépendante en allant faire ses commissions, en lui disant que finalement, ça a coûté $50 alors que ça a coûté que $10. Mais il y a aussi l'abus de faiblesse dans l'autre sens. Vous voyez, si ça continue avec l'ordinateur, je vais venir vous dire que, prof de moi, je suis handicapé. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui voudrait venir appuyer sur le bouton? C'est ça l'abus de faiblesse, c'est de vous appeler pour vous dire, est-ce que vous ne pourriez pas mettre le stylo dans ma main? Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit combattre. C'est dans la même veine que je ne veux pas faire mes exercices pour m'améliorer. J'attends que les autres fassent tout pour moi, qu'ils fassent les exercices. Puisque mon coude ne bouge pas, fais bouger mon coude. Et voilà, prends mon coude, fais bouger. C'est ça, abus de faiblesse dans ce sens-là. Alors, je vais voir si j'ai compris le truc. Et dans ces exemples, on voit aussi des gens que je trouve vraiment très hypothéqués, comme on dit. Et puis,
qui sont très joyeux, notamment qui a une ataxie sévère, donc il est vraiment plus autonome, il arrive encore un peu à parler et vaguement à bouger les bras. Et alors je lui disais combien je le trouvais courageux. Et puis il me dit, ah non, mais moi ça va, je ne suis pas très handicapé, c'est surtout ma sœur. Parce que comme il y a un côté héréditaire, parce que sa sœur était complètement dans un lit, puis ne se nourrissait plus, etc. Et lui, en voyant sa sœur, pour laquelle il avait beaucoup de peine, mais à ce point handicapée qu'elle ne pouvait plus marcher, plus parler, plus rien faire, mais lui, c'est comme si ça lui donnait comme une marge de sécurité, comme une bouffée d'air, et il se sentait, oui, handicapé, mais pas tant que ça. Donc, vous voyez que tout est une question de perception. Pour lui qui avait ce repère, ben, il n'était pas si handicapé que ça. Alors que quand moi je le regardais, je me disais, à côté, j'avais presque honte d'oser dire que j'avais un handicap. Parce que quand je marche dans la rue pour aller à l'hôpital, par exemple, je me sens très handicapé. Dès que je pousse la porte de l'hôpital, j'ai honte de dire que je suis handicapé parce qu'on en voit tellement dans des situations. Donc, vous voyez, c'est comme une relativité. À l'intérieur de l'hôpital, je me verrais mal de me plaindre de ma situation, parce qu'il y a les autres. À l'extérieur, je me plaindrais volontiers. Donc, c'est toute une question de milieu, de nuances. Et les gens qui ont un esprit négatif, ben, ils vont se plaindre non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Tandis que les gens qui sont positifs, bon, ben, vont essayer d'arriver à faire la part des choses le plus souvent possible. Alors, on va voir si pour la dernière, on y arrive. Et donc, on finit par ce patient dont je vous ai un peu parlé, donc qui est un jeune de 16 ans qui a plongé à Marseille, dans le sud de la France. Il y a la mer, il y a des rochers. Et puis la ville, pour faire quelque chose de bien, comme quoi des fois ça partit de bonne intention, à un endroit, elle a aménagé un plan d'accès à l'eau en béton, un plan incliné, pour que justement les gens handicapés en fauteuil puissent aller dans la mer. Donc bonne idée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont mis des panneaux en disant qu'à partir de là, il ne faut plus plonger. Mais les panneaux, ce n'était peut-être pas une idée suffisante. Ce qui fait que tous ces jeunes, vous savez, ils plongent, et puis le dernier plongeon, il le fait là, mais là, il y a alors il l'a plongé, puis c'est lui qui s'est retrouvé donc tétraplégique. Et lui, à 16 ans, bon, je l'ai rééduqué pendant des années, il a décidé que oui, c'était quelque chose évidemment de contraignant, mais que ça ne l'empêcherait pas de mener sa vie. Et donc, il s'est débrouillé, maintenant il a 30 ans et quelques, donc il s'est débrouillé, et il fait avec, parce qu'il bouge, alors comme il ne peut pas bouger ses doigts, ben, il coince le stylo, et puis il tape mieux que moi et plus vite que moi, je vous garantis, sur l'ordinateur. Il arrive juste à faire ça, mais il s'est débrouillé pour pouvoir taper donc, sur son ordinateur, il met les accents sur les E, il ne fait pas que des majuscules pour ne pas montrer qu'il ne sait pas taper avec l'ordinateur. Et puis il tape aussi en anglais. Voilà, c'est vous dire. Et donc lui, il a décidé. Et pour finir sur une anecdote donc, qui est comique, évidemment, dans les 3 premiers mois, il est resté 1 an et demi en soins intensifs, là, et dans les 3 premiers mois où il revient à la maison, il fait certains progrès, on arrive à aller chercher un peu avec ce qui lui reste, à faire quelque chose. Et puis, au bout de 3 mois à peu près, je crois, son infirmière, parce qu'on n'avait pas les mêmes heures, elle me dit, ah, tu sais, quand même, je suis déçu, hein, il me dit, parce que je pensais que quand même, il allait récupérer un peu. Il me dit, mais vraiment, hein, c'est rien, hein, il ne fait rien. Je dis, ah, tu es sûr et tout. Je dis, parce que moi, je trouve qu'il a progressé. Donc après, elle l'a revu. Bon, il lui a montré tout ce qu'il pouvait faire. Mais elle lui dit, c'est quoi? Elle dit, ben lui, c'est ça, abus de faiblesse. Il se dit, je fais le mort, là. Comme ça, l'infirmière, elle le prend dans ses bras, elle le tourne, elle le retourne, elle pousse les jambes, elle étire les jambes, etc. Donc, il n'avait pas intérêt. Quand moi, je venais, ça l'intéressait moins que je le prenne dans mes bras. Donc, il s'est dit, lui, je vais faire des exercices. Et donc, il ne voyait pas l'intérêt spécialement. Alors, la tradition veut que chaque fois qu'il y a une infirmière qui est remplaçante, qui vient faire ses toilettes, on lui dit, ah, tu sais, il est handicapé. Alors, il fait le mort. Alors, je lui dis toujours, arrête de faire le tétra. Donc, vous voyez, il aurait pu être comme déprimé et se dire, ah, chaque fois qu'il y a une nouvelle infirmière, mon intimité, elle va me voir tout nu, puis être négatif dans son idée. Puis là, c'est comme un jeu. Là. Chaque fois qu'il y a une nouvelle, là, il est content parce qu'il se dit, ah, on va s'amuser un petit peu.
Et donc, on va finir avec la dernière image. Ici, comme le dit Emmanuel Kant, dans la vie, finalement, tout le monde regarde ce que je regarde et personne ne voit ce que je vois. Dans la conférence ici, tout le monde voit la conférence, mais le conférencier la voit d'un œil. Ceux qui ont fait le plaisir de venir la voient d'un autre œil. Ceux qui sont à la direction d'Opus la voient encore d'un autre œil et se disent il va falloir que je lui parle pour le PowerPoint. Et puis le directeur général voit aussi la conférence d'un autre œil puisqu'il regarde en général que tout le monde soit bien. Ce qui fait que chacun va repartir de cette conférence, comme dans la vie, avec une expérience différente. Donc, comme disait le philosophe André Moreau, ici au Québec, mettez de l'ordre dans vos idées et le monde s'ajustera. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Alors, si vous avez des questions ou si vous avez faim, c'est le moment. Alors, si vous avez des questions, s'il y a des questions ou si... Je suis étonné de vous entendre citer André Moreau. Ben, parce que toute personne n'est ni blanche ni noire. Toute personne a des qualités et des défauts. C'est un philosophe, pour ceux qui le connaissent, qui, à mon avis, a une immense culture, mais qui est excessif. Et il se nuit à lui-même. C'est ça. Moi aussi, j'ai fait, pour ces 70 ans, j'ai fait 7 heures d'entrevue. J'étais le seul qui voulait faire des entrevues. Parce que plus personne ne veut faire d'entrevue avec lui parce qu'il est excessif. Mais c'est pareil, on va retenir ce qui est positif, ce qui est intéressant. Donc je ne vais pas ne pas écouter une personne parce qu'elle a des idées qui ne me conviennent pas. J'écoute ses idées et même une idée qui ne me convient pas m'aide à réfléchir en me disant « mais pourquoi ça ne me convient pas? Pourquoi son idée, elle me choque? » Puis oui, finalement, elle est vraiment choquante ou non. En voyant son point de vue, je comprends son idée. Est-ce que vous ne croyez pas que nous sommes tous un peu handicapés? On a tous au moins des complexes. Et le complexe est souvent le père du handicap. Oui, parce que quand je suis complexé, eh bien, je n'ose pas. Et donc, je ne suis plus capable d'interagir avec mon milieu, comme on le disait. Et donc, à ce moment-là, le complexe est père du handicap, ce qui fait que tout le monde n'est pas forcément handicapé, mais... Le handicap visible et l'invisible. Handicap invisible, c'est ça. Les gens, par exemple, qui ont de la difficulté avec la lecture, ben, ils ne peuvent jamais trouver de travail. Parce que dès que le travail demande de lire une simple notice, ils ne sont pas capables. Alors, ils vont se cacher, ils vont faire... si vous connaissez l'entraîneur de hockey, Jacques Demers, qui maintenant est devenu sénateur, mais il avait, c'est lui-même qui le dit, donc je ne dévoile rien, il avait des difficultés de lecture. Quand il entraînait le Club du Canadien, il avait toujours son journal sous le bras pour faire croire à tout le monde qu'il lisait les articles de journaux, mais il disait, à part le titre, il ne comprenait rien de ce qu'il avait marqué. Quand on lui disait oh, « tu as vu la critique ?» Ben oui, et puis il partait. Et donc, c'est une forme d'handicap, hein, l'accès à l'écriture, l'accès à la lecture. Ce n'est pas un handicap visible. Et puis en plus de ce genre d'handicap, on ne pense pas que lui, par exemple, qui est si connu, ne sait pas lire. Ça ne nous vient pas à l'idée. Et donc, on cache et puis on joue parce que la société exclut. Parce qu'imaginez qu'on aurait dit l'entraîneur, tu parles, il est entraîneur, il ne sait même pas lire. Donc, c'était parti négativement. Que kiné? Oui. Non, parce qu'à l'âge de 4 ans, je disais que je voulais être kinésithérapeute. Alors, à 4 ans, en général, on est plus pompier, infirmier, docteur, ou avocat, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, pas kinésithérapeute. Puis, je ne pense pas que j'aurais pu faire autre chose. Je n'ai pas envisagé de faire autre chose. Et heureusement que j'ai réussi à faire ça. Sinon, j'aurais été sur le BS, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'avais dit, parce que pour en France, pour faire kiné, il faut passer un concours, c'est un concours d'entrée. Et puis, à mon époque, puis maintenant c'est à peu près pareil, sur 1200 personnes, candidats, ils en prennent 100. Alors, je l'ai passé, comme je l'ai raté la première fois, j'ai fait première année de médecine. Je dis, tiens, ça va me cultiver un petit peu. Et je me disais, jusqu'à 90 ans, j'aurais passé le concours d'entrée à kiné. J'aurais été peut-être un peu tard, là, mais j'avais de la persévérance. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, j'y suis arrivé. Voilà. Donc, je vous remercie encore d'être venu et je pense qu'on peut passer à table ou au buffet, du moins. Merci.